très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais traiter d'un cas clinique d'insuffisance mitrale sur une cardiomyopathie dilatée. Et il y aura une question qui va être posée au cours de cette présentation. J'ai vraiment besoin de vos réponses pour savoir comment je vais prendre en charge mon patient. Donc, je vous demanderai de voter, s'il vous plaît. Donc, le cas clinique est le suivant. C'est un jeune homme qui a 17 ans, qui a une histoire familiale de mort subite chez son frère et chez son oncle, qui rapporte une dyspnée d'effort classe 3 de la NYHA et qui est connu porteur d'une cardiomyopathie dilatée. Il n'a jamais été hospitalisé auparavant pour une insuffisance cardiaque et il est sous traitement médical par diurétique Lasix, furosémide 40 mg, bisoprolol 7,5 mg, ramipril 10 mg et aldactone 75 mg. Et le cardiologue qui le suit l'a adressé pour une évaluation échocardiographique en vue d'une décision thérapeutique. Voici son électrocardiogramme. Donc, il est en rythme sinusal avec une fréquence cardiaque à 62. Il a des QRS qui ne sont pas très élargis, qui sont autour de 120 millisecondes. Donc, voici l'échocardiographie. Donc, on a un ventricule gauche qui est très dilaté avec un diamètre télédiastolique à 71 mm, qui est hypokinétique avec une hypokinésie globale, une dysfonction ventriculaire gauche qui est sévère. On a sur le flux mitral un aspect de retard de fermeture de la valve mitrale qui survient après le début de la systole. Donc ici sur les coupes apicales, on note une dilatation aussi importante du ventricule gauche avec un diamètre télédiastolique qui a été indexé à 140 ml par mètre carré et une fraction d'éjection par Simpson biplan à 22%. On a été interpellé par cet aspect un peu particulier de hypertrabéculé de l'apex qui nous a fait penser à une éventuelle non-compaction du ventricule gauche. Donc, je vous montre au passage sa valve mitrale avec une fuite mitrale qui paraît être non négligeable et qu'on va évaluer ultérieurement. Une fuite qui est légèrement excentrée vers la paroi latérale et postérieure de l'oreillette gauche. Nous avons évalué sa fonction ventriculaire droite. Donc, les cavités droites étaient modérément dilatées avec un diamètre télédiastolique du ventricule droit qui était à 33 mm en parasternal grand axe. On avait une onde de S au DTI qui était entre 8 et 9 cm par seconde, un TAPS à 15 mm et une fraction de raccourcissement de surface qui a été mesurée à 30%, qui témoigne d'un début de dysfonction ventriculaire droite associée. Donc, unité qui n'est pas importante et qui nous permet de retrouver un certain degré d'hypertension artérielle pulmonaire avec une PAPS qui était mesurée autour de 50 mm de mercure. Un aspect particulier du flux d'IP avec cet aspect à trois têtes et cet aspect ici qui témoigne probablement d'une élévation de la pression mésodiastolique du ventricule droit. Donc, on va passer à l'évaluation de l'insuffisance mitrale. D'abord en discutant du mécanisme de l'insuffisance mitrale, puis la quantification afin d'arriver à la décision thérapeutique. Donc, il s'agit ici d'une insuffisance mitrale, tout le monde est d'accord, qui est fonctionnelle, avec des valves qui sont anatomiquement normales. On a une dilatation annulaire avec un rapport anneau sur grande valve mitrale à 1,35. Et on a un aspect de tinting ou de restriction sur les mouvements, les deux feuillets valvulaires, mais qui prédominent au feuillet postérieur, qui donne une fermeture mitrale qui est en avant du plan de l'anneau mitral. Et on va voir avec une surface de tinting qui a été mesurée à 2 cm² et une hauteur de tinting à 9 mm. Donc, c'est l'aspect typique des insuffisances mitrales fonctionnelles qui sont un type 3B de la classification de Carpentier associé à une dilatation annulaire, donc type 1 plus 3B de la classification de Carpentier. Et le mécanisme, bien sûr, c'est une baisse des forces de fermeture et une augmentation de la traction avec un déplacement des piliers vers l'apex qui génère cette fuite mitrale. Donc, on passe à la quantification de l'insuffisance mitrale par la méthode de la PISA. On a mesuré le rayon à 8 mm
et la surface donc a été mesurée à 0,3 cm² avec un volume de régurgitation à 35 ml. Une vena contracta à 4 mm et un pic de l'onde E à 0,9 cm à 0,9 mètres par seconde. Donc on est clairement devant une insuffisance mitrale secondaire qui paraît importante, puisque dans les recommandations, les fuites qui ont une SOR supérieure à 0,2 cm² ou un volume de régurgitation supérieur à 30 ml sont des fuites mitrales qui sont très sévères et de mauvais pronostic. Alors il faut savoir que dans les insuffisances mitrales fonctionnelles, la PISA n'est pas toujours facile à effectuer. C'est le cas des orifices mitraux qui sont elliptiques et on peut avoir des venas contracta qui sont différentes en changeant juste de coupe, qui témoignent d'un orifice qui n'est pas circulaire et elliptique, ou qui devient elliptique. Là, c'est une limite importante pour la PISA. Il faudra peut-être faire la méthode des débits pour évaluer la fuite mitrale. L'autre limite de la PISA, c'est le fait que la fuite mitrale peut varier au cours du cycle cardiaque et surtout avec un renforcement télésystolique, alors que la mesure se fait en mésosystole, donc qui contribue peut-être à sous-estimer l'importance du volume de régurgitation. Et la troisième caractéristique qui est importante à connaître, c'est le caractère dynamique des fuites mitrales qui peuvent varier entre le repos et l'effort, mais également quand les conditions de charge diffèrent, c'est-à-dire sous traitement médical, etc., on peut avoir des variations d'importance de la fuite mitrale. Donc là, je vous demanderai de répondre à cette question. Est-ce que vous pouvez poser la question? Quelle est la meilleure option thérapeutique pour notre patient qui pense qu'on devrait optimiser le traitement médical, qui pense qu'on devrait adresser notre patient pour une chirurgie valvulaire mitrale, qui proposerait une resynchronisation, une assistance ventriculaire gauche ou une transplantation, ou est-ce que notre patient pourrait bénéficier d'un clip mitral? Voilà, donc les réponses apparaissent sur notre écran. Donc il y a quand même 30% des personnes qui pensent qu'on devrait optimiser le traitement médical, 15% pour une chirurgie, 15% pour une resynchronisation, d'autant plus que notre patient doit avoir un défibrillateur, 9% pour une assistance ventriculaire, et 27% pour un clip mitral. Disons que les 2/3 pensent que soit on doit optimiser le traitement médical ou proposer un clip mitral. Donc on va passer en revue chacune de ces options thérapeutiques. On va revenir à la présentation et voir ce que disent les recommandations à ce propos. Concernant l'optimisation du traitement médical, notre patient il est déjà sous dose optimale d'IEC. Il prend une dose de bêta-bloquant qui est quasi optimale puisque sa fréquence cardiaque est bien contrôlée et qui ne supporte pas plus de 7,5 mg de bisoprolol. Et il est sous ARA2. Donc, si on se tenait aux anciennes recommandations, on pourrait considérer que ce patient est sous traitement médical optimal. Or, actuellement, les recommandations ont changé. Et pour ces genres de patients qui restent symptomatiques malgré ce traitement, on doit proposer une nouvelle option thérapeutique qui est l'inhibiteur de récepteur de la niprilysine. Donc, c'est une indication de classe 1B. D'autre part, chez notre patient, on n'a pas encore testé la réadaptation cardiaque qui pourrait être une très bonne option pour améliorer sa capacité fonctionnelle, les symptômes, réduire le risque d'hospitalisation et réduire également la mortalité. Et c'est une recommandation de classe 1A dans les recommandations sur l'insuffisance cardiaque. Concernant la chirurgie valvulaire mitrale, il faut savoir que lorsqu'il y a une indication pour un pontage aortocoronaire devant une fuite mitrale fonctionnelle qui est sévère, il y a une indication à faire un geste sur la valve mitrale, c'est une indication de classe 1. Même lorsque la fuite est modérée, on peut proposer le patient pour un geste sur la valve mitrale, mais lorsqu'il n'y a pas d'indication de revascularisation, et si la fuite est sévère et que la fraction d'éjection est supérieure à 30%,
l'indication de faire un geste sur la valve mitrale est seulement de classe 2B. Par contre, les recommandations ne font pas allusion aux dysfonctions sévères du ventricule gauche avec une fraction d'éjection inférieure à 30%, comme c'est le cas chez notre patient. Donc on peut considérer qu'il n'y a pas de place pour la chirurgie mitrale chez ce patient. Pour la resynchronisation, là encore, si la durée du QRS est supérieure à 130 millisecondes et qu'on a un bloc de branche gauche associé, c'est une indication de classe 1. Si on n'a pas de bloc de branche gauche, mais que le QRS est supérieur à 130 millisecondes, c'est une indication de classe 2B. Mais chez notre patient, on a une durée de QRS qui est inférieure à 130 millisecondes, donc c'est une contre-indication à la resynchronisation. Concernant la transplantation ou l'assistance ventriculaire, donc les critères qui nous permettent de poser l'indication sont des patients qui sont très symptomatiques, sous traitement médical optimal, avec au moins 2 des critères suivants. Donc on a bien une fraction d'éjection inférieure à 25%, mais notre patient n'a jamais présenté d'épisode d'insuffisance cardiaque, n'a pas été sous inotrope, n'a pas de détérioration des organes et pour l'assistance, ils disent absence de dysfonctions ventriculaires sévères. Donc on n'a pas assez de critères pour le moment pour proposer notre patient pour une assistance ou une transplantation. Qu'en est-il du MitraClip ? Le MitraClip, c'est une procédure percutanée dérivée de la technique du bord à bord d'Alfieri et qui va permettre de rapprocher les berges des feuillets mitraux pour réduire la taille de l'orifice mitral qui sera donc transformé en 2 orifices. C'est une technique qui se fait depuis 2007 avec plus de 12 000 patients qui sont répertoriés. Donc, il faut savoir qu'il y a des critères échocardiographiques à rechercher avant de proposer les patients pour une éventuelle procédure. Donc, il faut que la fuite soit centrale, qui intéresse, donc la pathologie soit centrale intéressant A2P2. Il faut un minimum de coaptation entre les feuillets mitraux et il faut avoir une mobilité des feuillets qui est supérieure à 1 cm. Donc, chez notre patient, on avait une coaptation entre les feuillets de 4 mm, on avait une longueur de feuillet mobile qui était supérieure à 1 cm et une hauteur de tinting à 10 mm. Donc on avait un certain nombre de critères qui étaient favorables à la mise en place d'un clip mitral. On n'avait pas de contre-indication pour le clip mitral, à savoir un thrombus intracavitaire, une endocardite active ou une insuffisance ou un rétrécissement mitral associé. Et concernant les recommandations, il s'agit là encore d'une recommandation seulement de classe 2B, niveau de preuve C, chez les patients qui restent symptomatiques avec des critères d'éligibilité, et ceci du fait de l'absence encore d'études randomisées suffisantes pour améliorer donc, ces indications. Donc actuellement, il y a plusieurs registres qui sont en cours et on est en attente des résultats peut-être pour proposer ces techniques à un plus grand nombre de patients. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a décidé pour notre patient ? On a décidé, ça ne sort pas très bien, d'optimiser le traitement médical et de le proposer pour une réhabilitation. Et on discute encore de l'intérêt peut-être de le proposer pour un MitraClip, pour l'améliorer sur le plan fonctionnel, en attendant peut-être de l'adresser pour une transplantation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle ? Donc, vous l'envoyez en rééducation et la rééducation, c'est aussi un moyen d'optimiser le traitement pharmacologique. Et vous avez accès à l'Entresto ou pas finalement ? Vous avez accès à l'Entresto ? Non. Ah non, pour le moment, on ne l'a pas. C'est des choses qu'on aimerait justement. Même pour la réadaptation, c'est pas encore mis en place chez nous. Mais dans l'idéal, c'était ce qu'il fallait faire pour ce patient. D'accord. Concernant le clip mitral, est-ce qu'il se fait au Maroc ? Pardon ? Concernant le clip mitral, est-ce qu'il est disponible au Maroc ?
Pas en ma connaissance. Je sais que pour le TAVI, ça commence à se faire dans certains centres, mais le clip mitral, j'ai pas connaissance. Je ne sais pas, les cathétériseurs, ils n'ont pas encore, non, ça n'a pas encore été fait. On me dit non. Enfin, c'est en cours d'évaluation en France, c'est pas remboursé non plus, donc il y a Ouais. une étude en cours, quelques centres qui en font un petit peu. Et bon, c'est vrai qu'on est très enthousiaste, hein, pour rien vous cacher, ça donne des résultats qui ont l'air intéressants, mais pour l'instant, c'est trop prématuré pour le répandre au plus grand nombre. À moi, je peux vous poser une question. Est-ce que vous aurez proposé ce patient pour un clip mitral? Est-ce que c'est un cas pour vous qui paraît... Oui, mais il y a un biais dans la mesure où on l'aurait randomisé dans l'étude MITRA-FR. Donc oui, il aurait été randomisé dans l'étude MITRA-FR, traitement médical optimal versus MITRA-CLIP plus traitement médical optimal.